très peu de personnel. Et donc, ils peuvent être confrontés à cette demande-là, ou bien même à ce devoir-là de, permettez-moi la répétition, de devoir pratiquer des injections lorsque la santé publique l'exige. Il y a également le suivi des affections chroniques, ce que le Dr Ly a présenté tout de suite. Maintenant, je me demande avec ce qui a été dit cet après-midi si Dr Diédhiou pourra poursuivre, Dr Diédhiou de Saint-Louis pourra poursuivre son activité. Il y a également l'éducation thérapeutique des patients. Entre autres, ce sont des points sur lesquels je voudrais insister. Alors, des constats, c'est le manque de personnel de santé, le manque d'infrastructures de santé, de structures de santé. J'entends même rarement maintenant parler de normes OMS, de tant de médecins par population, tant d'infirmiers, tant de sages-femmes. Donc on sait qu'on manque de personnel et on manque de structures de santé. On sait qu'il y a une surcharge sur ces structures de santé. On sait qu'il y a une grande pression sur ces structures. Il y a les heures d'ouverture de ces structures. Il y a le temps que les populations passent dans ces structures. Il y a également les distances auxquelles les populations peuvent être confrontées pour aller jusqu'à ces structures. À côté, il y a quand même un nombre important. J'ai cru entendre 1200 et quelques officines de pharmacie réparties sur l'ensemble du territoire. Ce sont des structures de proximité. Elles sont disponibles. Elles sont accessibles. On y trouve de la compétence. Il y a une certaine complicité qui se noue entre les pharmaciens, les officinales et les populations. Il y a également la capacité des pharmaciens et de leurs équipes officinales à se former. Ils ont déjà une certaine compétence, ils ont des prérequis. Ils peuvent se former pour acquérir de nouvelles compétences. Alors, quels seraient les domaines dans lesquels il faudrait accorder de nouvelles responsabilités? Dans le domaine du dépistage. Un dépistage qui permettrait d'orienter rapidement un patient lorsqu'on suspecte un problème, de l'orienter rapidement vers les structures de soins. Il s'agit simplement de faire un diagnostic, un TROD, un test rapide d'orientation diagnostique, pour dire à la personne, voilà ce que l'on suspecte, il faut aller rapidement en consultation. On peut faire du dépistage suivi de traitement. Cela existe dans certains pays où les pharmaciens font le dépistage et il y a un protocole de traitement. Pour certaines affections, il y a un protocole, ils suivent le protocole et ils font le traitement. Cela diminue la pression sur les structures de soins. Il y a également le suivi thérapeutique, ce qu'il a présenté comme je l'ai dit, dans le cadre d'une équipe, comprenant donc le médecin, le patient et le pharmacien. Il y a également l'éducation thérapeutique, qui consiste à aider le malade, qui a une maladie chronique, à vivre avec sa maladie, à bien vivre avec sa maladie. Ça peut concerner le renouvellement de prescriptions. Je pense que quelqu'un disait cet après-midi, tel et tel prescrive, est-ce qu'on ne peut pas permettre également aux pharmaciens etc. Mais par contre, on peut autoriser les pharmaciens dans certains cas, pour certaines affections, pour certaines durées, à pouvoir renouveler un traitement. Au-delà de cette durée-là, le malade retourne chez son médecin. Il y a également l'administration de doses suivant une dose initiale administrée dans une structure de soins. Ça pourrait concerner un certain nombre d'affections. Le médecin, la sage-femme, par exemple dans le cadre de la planification familiale, ferait une première injection, par exemple, et les doses suivantes pourraient être administrées en officine. Il y a la vaccination. Il y a également toutes ces campagnes de distribution que font les autorités sanitaires, distribution de moustiquaires, supplémentation en vitamine A, etc. Je pense que tout ça, on pourrait profiter de l'importance du nombre d'officines, de leur proximité, pour également pouvoir appuyer ces politiques. Actuellement, il y a une recherche qui se mène dans le cadre de la planification familiale. Je pense que depuis au moins 15 ans, les spécialistes de planification familiale cherchent à mieux intégrer les pharmaciens et les officines de pharmacie donc dans le travail de la planification familiale. Certains demandent que des injections qu'on puisse en office offrir les méthodes longue durée.
notamment par injection. Certains vont même aller jusqu'à l'implant. Est-ce que la pharmacie pourrait offrir des implants dans le cadre de la planification familiale? Il me disait tout de suite que le programme SIDA également est demandeur pour ce qui est des tests, au moins qu'on puisse les faire en officine, parce qu'il y a beaucoup de perdus de vue. Alors, quels seraient les avantages? Pour le système de santé, il y aurait une baisse de la pression sur les structures. On aurait des dépistages et des orientations plus précoces, parce que une personne peut venir en officine et demander peut-être un TROD. Le pharmacien ou l'équipe officinale, en raison de leur complicité avec des populations qu'ils connaissent, donc pourraient les amener également à donc pratiquer ces TROD-là. Et donc on pourrait assez précocement donc, détecter un certain nombre de choses. Ce qui entraînerait un traitement plus précoce. Au lieu que l'on découvre un diabète au décours d'un coma, pouvoir peut-être ou une hypertension, pouvoir peut-être découvrir ces affections-là assez précocement pour pouvoir les prendre en charge. Il y a un gain de temps pour les populations, il y a une baisse de coûts, parce que ce sont des prestations, certaines prestations ne sont pas payées, donc le temps passé dans les structures donc sera réduit. Et il y a également une surveillance plus intégrée de la prise en charge du patient par une équipe comprenant, comme je l'ai dit tantôt, le médecin, le pharmacien et le patient. Cela permettrait également aux populations de mieux connaître leur affection et leur prise en charge et d'être plus compliants dans les traitements et d'avoir un meilleur suivi. Pour le pharmacien, accessoirement, ce serait peut-être son activité serait davantage valorisée et il serait peut-être un peu mieux reconnu par la communauté. Alors, les points de discussion, c'est l'évolution de la législation et l'évolution des mentalités. Nous-mêmes, pharmaciens, nous avons, j'allais dire, un blocage psychologique, parce que depuis la première année, depuis le premier cours de législation, on nous a dit tel et tel et tel sont des actes médicaux, pas touche. Donc, on a ce blocage-là. Les autres avec lesquels nous partageons le système de santé, également, donc on a des barrières presque étanches. Voilà ce que telle profession, ce qu'elle peut faire, telle autre et telle autre. Donc chacune est dans un cercle assez réduit. Il y a également le modèle économique. Vous êtes syndicat, donc vous allez en parler peut-être. Est-ce que c'est la délivrance des médicaments qui paye le service? Sachant qu'il y a également des prestations pour lesquelles qui ne se terminent pas par la délivrance d'un médicament. Ça peut se limiter simplement à des conseils, à une orientation, à une référence. Il y a également le point sur la formation des pharmaciens, parce que qui dit nouvelle responsabilité, dit nouvelles compétences. Donc il y a la formation continue des pharmaciens, il y a la formation initiale dans les facs de formation. Et il y a également le problème de la disparité dans le niveau et la formation de nos équipes officinales. Ça également, ça peut poser un problème. Il y a aussi la gestion des données. Nous savons que, en général, les données du privé ne sont pas prises en compte dans les statistiques sanitaires. Très peu de données du privé sont prises en compte. Il y a enfin l'adhésion des autres composantes du système de santé. Que vont-elles penser si on devait permettre aux pharmaciens de faire un certain nombre de choses qui étaient jusque-là interdites ou qui étaient jusque-là réservées exclusivement à certains types de professions? Pour finir, je regarde les enseignes de nos officines. Je pense que c'est le professeur Issa Lou, je pense, peut-être que certains d'entre vous vont se rappeler, qui se demandait si on ne devait pas mettre pharmacien plutôt que pharmacie. Et en réfléchissant, je me dis, si on met pharmacien, ça fait davantage référence aux professionnels qu'on y trouve, alors que si on dit pharmacie, peut-être que ça fait référence aux médicaments qu'on y trouve et accessoirement aux prestations qu'on y offre. Il y a également, je me rends compte que le terme anglo-saxon de community pharmacist
rend mieux compte du rôle de pharmacien dans la communauté que pharmacien d'officine. Pharmacien d'officine, c'est une entreprise privée. Donc, quand on parle de community pharmaciste, c'est le pharmacien de la communauté. Vous êtes dans un quartier, vous êtes le pharmacien de la communauté. Sur les enseignes, toujours, on voit de plus en plus, ça c'est peut-être sur la dictée des spécialités de marketing, para et pharmacie. On n'est plus simplement pharmacie, on est maintenant para et pharmacie. Avec tout l'achalandage qui va avec. Là également, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur également où est-ce que ça va nous mener. Si on n'est plus pharmacie d'officine, mais si on est également para et pharmacie. Et enfin, je me demande quel est le plaidoyer qu'il faut faire pour que les officines de pharmacie cessent d'être des commerces et deviennent des établissements de santé. Merci de votre attention. Merci, Dr Cheikh Oumar.